bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous, Bordelaises, Bordelais. Bonjour aux amis qui nous suivent ensemble sur cette conférence introductive de l'agenda bordelais des 20 ans de la loi Taubira. Je m'appelle Karfa Siradiano. Je suis le fondateur et le directeur de l'Association internationale Mémoire et Partage, qui est basée à Bordeaux, ici même, mais aussi à La Rochelle, au Havre et à Bayonne, mais aussi au Sénégal. C'est un très grand honneur, un très grand plaisir d'être en compagnie d'une femme inspirante, énergisante, Anne-Marie Gara. Et vous savez que cette rencontre se fait dans le cadre de cette journée du 10 mai, journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage et des résistances. Nous sommes à Bordeaux, nous sommes à Darwin, nous sommes aussi dans le monde, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre en direct en ce moment sur les réseaux sociaux, sur la page de Mémoire et Partage, mais aussi sur la page de Darwin, sur la page de tout le réseau des associations qui travaillent pour faire vivre une mémoire qui est une mémoire nationale, qui est une mémoire universelle, qui est la mémoire de pulsion de vie contre des programmes de mort. Nous sommes aujourd'hui, chers amis, journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage, 10 mai, ce sont les 20 ans de la loi Taubira, et nous sommes donc à Darwin. Et pour commencer peut-être, donner la parole à Philippe Barre, qui est le fondateur et le responsable de Darwin qui nous accueille ici, pour nous dire un mot sur le sens que Darwin accueille cet événement ici, ce lundi 10 mai, journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Oui, bonjour. Ça marche? Bonjour, merci d'avoir choisi une fois de plus, Karfa, l'écosystème Darwin ici dans l'ancienne caserne Mouniel à Bordeaux pour traiter de ces sujets à la fois d'histoire, d'actes de mémoire pour éclairer notre avenir. Je pense qu'on a véritablement besoin de continuer ce travail de conscientisation et le travail d'Anne-Marie Gara est essentiel justement dans cette prise de conscience qu'on a véritablement à réausculter régulièrement la façon dont on nous a présenté notre histoire locale, parce que si des progrès se font au fur et à mesure, il reste encore beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de silence sur certaines actions, sur certaines réalités du passé de notre vie. Et nous avons à cœur ici à Darwin de participer à ce travail pour que nos plus jeunes puissent relever le défi de construire à l'avenir une société plus partageuse, plus fraternelle, plus égalitaire et plus libre. Donc merci encore une fois de nous avoir associés à ce travail. Merci beaucoup, merci infiniment Philippe Barre. Darwin est aux côtés de ceux qui résistent. Darwin a toujours été aux côtés de ceux qui inventent. Et je crois que sur ces questions compliquées et difficiles, l'innovation est possible, l'invention est possible, la créativité est possible. Donc grand merci à toi Philippe Barre, à l'écosystème Darwin d'exister et de se faire l'écho finalement de toutes ces vies brisées par un système d'exploitation. Merci à Darwin. Je veux aussi remercier ceux qui, grâce à qui cet événement se déroule aujourd'hui partout dans le monde. C'est la FIMED qui est là, Hugo Blaise, Gaston Noni, mais aussi Clément Lejeune qui ne sont pas là, qui vont nous accompagner dans cet agenda bordelais, puisque aujourd'hui, nous sommes le 10 mai, c'est la conférence introductive, mais comme vous le savez, dès samedi prochain, nous nous retrouverons de nouveau ici pour parler de la traite des Noirs de l'esclavage et de ce qu'il en reste aujourd'hui, puisque nous aurons samedi prochain 2 femmes aussi. Cette édition, chère Anne-Marie Gara, est vraiment placée sur le signe de la femme et des femmes, puisque le samedi prochain, nous aurons 2 femmes, Jeanne Viltord, qui est psychanalyste, et Marie Abdelhamid, qui, elle, est une activiste tunisienne
qui va venir nous parler de la façon dont l'esclavage et la traite des Noirs sont vécus dans le Maghreb et dans un pays comme la Tunisie. Et Jeanne Viltorde, psychanalyste martiniquaise, elle viendra nous parler des traumas extrêmement importants hérités de cette histoire de l'esclavage et de la traite des Noirs. Donc merci à tous celles et ceux qui sont là. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui ne respecte pas souvent le protocole et je m'en excuse, mais il y a ici notre président, Patrick Serre, qui est là et qui aussi va venir dire un petit mot avant qu'on démarre cet échange avec Cherso et Anne-Marie Garat qui nous feront l'honneur de leur présence. Merci Carfor. Bonjour à toutes et à tous. Comme cela vient d'être dit, donc, cette conférence, c'est une des animations que notre association propose sur la façade atlantique en 2021, puisque nous découvrons maintenant la façade atlantique, nous sommes plus implantés simplement à Bordeaux. Et cette conférence fait partie donc du mois des mémoires 2021, mais aussi nous célébrons, comme l'a dit Carfa, le 20e anniversaire de la loi Taubira. Alors si ce matin, lors des interventions officielles sur les quais, certains intervenants ont eu des difficultés à citer le nom de Taubira, pour notre part, nous n'avons jamais eu ce problème psychologique de nommer Madame Taubira. Bien au contraire, parce que nous savons ce que nous devons à Madame Taubira sur cette question fondamentale qui est la lutte contre le racisme aujourd'hui. Et nous en avons la traite des Noirs et l'esclavage. D'ailleurs, pour rappeler à quel point ces problématiques sont contemporaines, Madame Taubira, lorsqu'elle était députée, a fait voter cette loi, mais ensuite elle s'est retrouvée garde des Sceaux. Et je me rappelle qu'à l'Assemblée nationale, un certain nombre de députés se sont permis, lorsqu'ils l'interpellaient, de faire des cris de sève. Et ça, il y a pas très longtemps. Donc, vous voyez pourquoi il y a un lien très ténu entre la traite des Noirs et l'esclavage et les problématiques contemporaines liées au racisme et souvent au sexisme. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci infiniment, Président Serre. Merci de ta fidélité, merci de ta loyauté, et merci de ton amitié, et merci aussi de ta vigilance. Parce que ce que tu viens de dire, ça démontre une grande vigilance par rapport à ce qui s'est passé hier et aussi à ce qui se passe aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers amis, vous qui êtes là, le public est très peu nombreux, parce que nous sommes encore sous situation de couvre-feu, de confinement, mais aussi vous qui êtes nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui, journée du 10 mai, journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage, des résistances contre l'esclavage et contre la traite des Noirs. Cet événement est organisé par Mémoire et Partage en partenariat avec plusieurs autres structures, le réseau Mémoire et Partage de La Rochelle, du Havre, de Bayonne, la FIMEB aussi qui nous accompagne et qui techniquement vous permet de vivre aujourd'hui cette conférence et qui vous permettra de vivre la prochaine conférence samedi prochain et bien évidemment Darwin, l'écosystème de la Caserne qui nous accompagne. Nous avons aujourd'hui l'immense honneur de recevoir Anne-Marie Garat, de la recevoir ici en tant qu'invitée. Et notre camarade. Il va venir, ça va venir, ne vous inquiétez pas, ça va venir. De recevoir Anne-Marie Garat, Mémoire et Partage, elle est l'invitée de cet événement que nous organisons dans plusieurs villes françaises, qui a commencé le 27 avril et qui va se dérouler jusqu'au 30 mai. Nous avons commencé à Bayonne le 27 avril avec une première journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage à Bayonne, avec la présence du maire de Bayonne, des autorités, pour montrer bien que cet événement, c'est un événement aussi républicain, dans lequel, quelles que soient les sensibilités, on peut se retrouver. Nous nous sommes retrouvés par la Suisse à Rochefort, où nous avons organisé aussi à Rochefort la première cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage dans ce port Arsenal, premier port arsenal délié de France. Eh bien, nous étions à La Rochelle aussi, samedi dernier, le 8 mai, pour lancer le hashtag Balance ton négrier. Je vous invite tous et toutes qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Il y a un nouveau hashtag qui est né, c'est Balance ton négrier. Saisissez-vous de ça. Regardez autour de vous, dans votre patrimoine, si vous voyez des signes de personnalité qui ont abîmé l'être humain dans ce qu'il a le plus essentiel, eh bien,
faites ce hashtag, publiez-le, ce sera votre façon de participer et de militer. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes Journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage et nous avons deux personnalités qui nous font l'honneur de leur présence. Une qui est notre invitée d'honneur, Anne-Marie Gara. Cherso pourra très largement revenir sur le travail d'Anne-Marie Gara et sur le livre qu'elle vient d'écrire. Je remercie aussi Cher Tidjane Sow, qui n'en est pas au premier événement qu'il préside avec nous depuis 23 ans, pour être précis. La première réunion que nous avons organisée, c'était en 1998. Nous étions dans un appartement dans le quartier Sèche-Formanoir et Cher Tidjane Sow était déjà là et il n'a cessé depuis de nous accompagner. C'est un poète, c'est un musicien et c'est un de ceux qui nous font penser, qui nous font rêver aussi. Donc, je m'excuse d'avoir été un peu long, chère Anne-Marie, mais l'événement le vaut bien et qu'il faut essayer d'être le plus exhaustif possible pour que personne et que rien ne soit oublié. La parole est à vous, chère, et à Anne-Marie pour cet échange. Merci Carfa. Merci à Mémoire et Partage. Merci à Darwin de m'offrir l'opportunité de dialoguer avec Anne-Marie Gara, que je découvre parce que voilà, je vous ai entendu, mais c'est la première fois. Donc là, on a partagé quand même déjà un premier temps de dialogue. Et c'est très important pour cette journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage et des résistances, c'est important de le dire. Et avec Anne-Marie Gara, qui est écrivaine de notre région, du Médoc, mais d'ici, dont j'ai découvert le travail et le dernier ouvrage dont on va parler, en fait, qui va être un peu le fil conducteur de notre discours. Ça fait quand même le 30e ouvrage à peu près qu'elle a écrit. Alors, juste la première question, peut-être d'introduction, quel sens ça a, cette commémoration, cette cérémonie à laquelle vous avez participé ce matin, dans le contexte actuel? Eh bien, bonjour à tous. Et quand même, c'est un événement, si vous voulez, dont je me rends compte, avec le temps parcouru, le grand âge qui m'attend maintenant, de me dire, mais mon Dieu, quand j'avais 16 ans, quand j'avais 20 ans, 30 ans, etc., ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose en l'espace d'une vie humaine, bon, à l'échelle individuelle, on peut le mesurer chacun d'entre nous, mais ça peut paraître presque normal dans le contexte général aujourd'hui de réveil des consciences, des problèmes, des tensions, etc., que se réveillent. Mais je me dis que d'avoir pu vivre ça quand même, avant de quitter ce monde un jour ou l'autre, pas tout de suite, mais quand même, il se passe quelque chose. Et de le réaliser, il y a l'institutionnel, il y a les discours officiels, il y a etc. Mais là derrière, il y a le signal que quelque chose a eu lieu. Moi, bordelaise de 75 ans, donc d'âge, où je suis née à Bordeaux, il se passe quelque chose qui donne une grande enthousiasme pour l'avenir, pour demain, pour nos enfants et petits-enfants. Ça marche, ça avance. On n'est pas dans des périodes, en tout cas, de régression j'ose pas dire le bon Dieu, mais laissons-le là où il est. Mais enfin, que l'avenir là, nous en garde de ces périodes, on en a connu, de régression et de retour terrifiant en arrière. Donc on avance, on y est. Alors, je parlais de votre livre parce que vous avez profité du confinement, comme quoi le confinement peut avoir aussi un aspect inspiratif et inspirant. Donc, vous écrivez Humeur noire et quand j'entends parler, quand Carrefour m'en parle, je cours à la librairie, je l'achète, je plonge dedans et en fait, je lis ça. C'est pourquoi je revendique d'écrire ce livre en toute subjectivité, chargé de tout l'affect et des pensées issues de mon histoire individuelle, de mes héritages factuels et imaginaires de Bordelaise, née blanche, dans le quartier ouvrier des Chartrons. Et qu'est-ce qui déclenche votre humeur noire? D'abord, l'humeur noire, ça peut être, c'est pas forcément la mélancolie ou le ressentiment, ça peut être une humeur bonne, ça peut être une humeur positive, sous forme d'une espèce de colère, mais là aussi pas la colère épidermique sur le moment, d'un mouvement qui nous soulève, qui soulève les peuples aussi, et qui nous amène à des moments de rencontre avec soi et de prise de conscience.
Donc, qu'est-ce qui se passe pendant le confinement qui fait que j'ai tout le temps devant moi, bien enfermé entre mes 4 murs, mais avec l'ouverture d'Internet quand même, pas nécessaire d'aller dans les bibliothèques, de me mettre à jour sur une question qui était restée en plan. Et avec mon cousin, mon cher cousin qui est là, présent, nous allons par hasard visiter les salles sur la traite négrière au musée d'Aquitaine et nous tombons sur un petit cartel pédagogique qui a sans doute de bonnes intentions, mais ahurissant dans sa formulation. Et pourquoi est-ce que ça nous choque? Parce que ça ne choque pas grand monde, visiblement. C'est que sans doute en nous, c'est installé, mais quand, à travers notre histoire, à travers les âges, qu'on a traversé quelque chose qui est une résistance. C'est pas possible qu'on dise aujourd'hui, en 2019, ça se passait les choses en ces termes-là. On peut plus aujourd'hui appeler objets d'art colonial des artefacts, des objets usuels ou sacrés des peuples d'Afrique ou aussi bien d'Océanie ou d'Amérindiens, etc. C'est pas possible d'appeler ça objet d'art colonial. Donc, qu'est-ce qu'il y avait en nous qui faisait que cette lecture-là s'est imposée? Et donc, il fait naître, avec un petit temps en retard, mais quand même, qui fait naître ce besoin de mettre les pendules à l'heure. Alors, là, moi, je lis ça parce qu'il y a cette histoire de cartel. Alors, je suis sûr que beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont de Bordeaux sont passés devant ce cartel, l'ont lu, et n'ont pas eu nécessairement vu se déclencher. On dit, alors ce qui est écrit, c'est ça. Au moins 4000 Noirs et gens de couleur viennent à Bordeaux au XVIIIe siècle. Il s'agit pour l'essentiel de domestiques suivant leur maître, d'esclaves envoyés apprendre un métier et d'enfants métis venus parfaire leur formation. Il y a peu de problèmes de cohabitation en dépit d'une forte discrimination. Dans le premier quart du siècle, les autorités veulent limiter cet afflux en organisant des recensements obligatoires, une mesure particulière, et une police particulière et un dépôt des Noirs. Et là, ça déclenche... Alors ça, est-ce que c'est parce que je suis écrivain ou que j'ai été prof de français aussi, une lectrice qui fait les mots, je ne suis pas la première à le dire, Camus, Césaire et tant d'autres, n'est-ce pas, que c'est la manière dont on nomme le monde. Dire afflux à Bordeaux, c'est un mot. Bon, afflux, quel afflux? Si je me réfère aux statistiques, 100 000 habitants à Bordeaux au XVIIIe siècle, grosso modo, 3-4 000 sur tout le siècle, 3 à 400 présents en même temps à Bordeaux. Statistiquement, mais c'est une minorité des minorités, c'est dérisoire. Donc quand le cartel parle d'afflux, il nomme un sentiment d'invasion, de grand remplacement, de la menace d'immigrés qui sont venus squatter le port de Bordeaux et contre lesquels il faut une police, contre lesquels il faut un dépôt des Noirs, etc. etc. C'est-à-dire que le mot afflux, idéologiquement, dans sa rhétorique, dans sa sémantique, ce qu'il entend, c'est un point de vue qui n'est pas neutre du tout de la part du rédacteur du cartel et qui lie le passé à la grille du présent. Par exemple, dire qu'ils viennent parfaire leur formation, parachever, perfectionner, ça sous-entend que là-bas, à Saint-Domingue, on les a envoyés dans les centres de formation, on leur a donné des métiers, n'est-ce pas, etc. Et ils viennent venir à Bordeaux pour être l'élite de l'élite, perfecte, avec un diplôme, un stage de découverte ou quoi. Qu'est-ce que c'est cette histoire de venir parfaire sa formation à Bordeaux? Mais c'est non seulement une falsification, mais c'est une torsion criminelle vis-à-vis des jeunes publics et des moins jeunes, auxquels est censé pédagogiquement s'adresser le musée, qui a une mission. Le musée, dans son histoire, dans l'histoire muséale, est un lieu d'exposition de l'histoire, du patrimoine, ici ou là, enfin, il y a pris des formes diverses, des beaux-arts, ou d'ethnologie, ou des sciences humaines, ou des sciences naturelles, etc. Il a une histoire, mais sa mission actuelle, elle est éducative, elle est pédagogique pour les grands publics et les publics jeunes. Et si on dit à des jeunes publics que les gens de couleur, les Noirs, ils viennent à Bordeaux parfaire leur formation, non mais c'est génial, c'est génial, voilà ce que c'est que l'esclavage. Et le mot déporté, par exemple, ils viennent à Bordeaux. L'emploi d'un mode verbal actif, le sujet est acteur du verbe, ils viennent à Bordeaux. Ils ne viennent pas à Bordeaux, ils sont
transportés, déportés, le mot écorcherait-il l'oreille, à Bordeaux. Ils n'ont jamais choisi de venir en voyage, en villégiature, comme c'est la mode au XVIIIe siècle, les voyageurs qui vont explorer le monde, faire leur grand tour, etc. Et donc, chaque mot de ce cartel, si on se met à le regarder un peu à la loupe, est une trahison et un déni, et qui va dans le sens de ce qu'on sait de Bordeaux, l'amnésie cultivée, le refus, pas simplement une sorte d'abandon comme ça, le droit à l'oubli pour tout le monde, c'est toujours les mêmes qui décrètent le droit à l'oubli. Non, c'est l'affirmation du coup très très forte de ce refus de nommer le passé, de nommer donc le présent. Et donc cette révolte-là, c'est quoi? C'est une révolte de citoyenne. C'est pas de blanche, de noire, de jaune, de couleur, de sexe, d'âge. Non, c'est une réaction de citoyenne. De citoyens du monde. On est tous capables, et même si on n'est pas très très instruits, d'avoir cette espèce de bon sens et surtout de sens de la justice, des choses justes, et sans lesquelles nous ne pouvons pas grandir, que devant ce cartel, il y a quelque chose d'inadmissible. Voilà. Qu'on ne peut pas admettre, qu'on ne peut plus. Parce que là, quand je lis votre livre, bon, on peut parler de littérature engagée, moi je parle plutôt de littérature impliquée, vous partez aussi de votre propre histoire. Je veux dire, il y a quand même quelque chose dans votre histoire familiale personnelle qui fait levier pour que vous fassiez un souci aussi de l'autre qui est très très différent. Mais ça c'est vrai pour tout le monde, je crois qu'on le dit pas assez à quel point les classes sociales, on dit la lutte des classes, tout ça, les classes populaires, tout ça, il n'y en a plus, il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus... Bon. En réalité, mon parcours fille d'ouvrier, donc, me met en position, bien avant que je ne le sache et que je ne le réalise, en situation de constater et de vivre, d'expérimenter dans toutes les étapes de mon parcours, y compris d'arriver à la fac, qui était d'ailleurs à Pasteur, à la place où le musée maintenant, c'était la fac de lettres à l'époque, il y avait 3%, je l'ai appris bien tard, Bourdieu, n'est-ce pas, 3% d'enfants d'ouvriers, disait-on à l'époque, qui faisaient des études supérieures. Donc, sans doute ma classe sociale joue-t-elle mon expérience d'enfant. J'ai pas été malheureuse, moi j'ai pas à pleurer, j'ai été aimée, etc. Mais j'ai été amenée à vivre ça. Or, il y a un recoupement, il y a un croisement entre l'oppression de classe, c'est-à-dire tout ce qu'on vit, des difficultés à franchir l'escalier de social et non pas l'ascenseur qui est automatique, on appuie sur le bouton et hop, on est... Non, c'est un escalier marche à grimper, d'avoir vécu ça et du coup de comprendre que les oppressions, elles sont raciales, racistes, elles ont été racisées à travers une longue histoire, y compris scientifiques, y compris des savants, des écrivains, des ministres, etc., employer le mot nègre sans sourciller. Aujourd'hui, on y va avec des pincettes et on fait bien et on fait attention, mais il a été utilisé ce mot de manière absolument naturelle, ordinaire, par tout le monde. Hein. Et donc, cette oppression de classe, de race, et je rajouterai de sexe, Madame Taubira, le sexisme, qui est lié au patriarcat. Le patriarcat, il est derrière tout ça, c'est-à-dire le père. Vous permettez que je finisse là-dessus. Le musée, c'est le lieu du patrimoine. Patrimoine, c'est-à-dire l'héritage du père. C'est beau, c'est noble. Nous sommes tous héritiers des pères. Mais ce que le Père, majuscule, ce que le Père nous transmet, il faut que nous y regardions à deux fois. Il faut que nous regardions de quoi est fait l'héritage. Et s'il est testamentaire, que comporte le testament? Eh bien, le patriarcat qui construit le patrimoine, il nous fait hériter dans le temps long aux uns et aux autres, garçons et filles, il nous fait hériter de choses qu'il a mis en place, parce qu'exploiter le ventre des femmes comme organe reproducteur, de l'esclave comme des prolétaires des manufactures anglaises dans la première ère industrielle, mais aujourd'hui les Ouïghours, ou aujourd'hui dans tous les lieux du monde dans lesquels, au Brésil ou ailleurs, c'est le recoupement entre la puissance des pères, du patriarcat, sur la distribution des fortunes, de l'exploitation de la terre et des hommes et du ventre des femmes. C'est aussi génital. C'est une manière d'assurer la dynastie, la transmission des propriétés, etc. etc. Et donc on est là aujourd'hui, c'est politique tout ça. Tout se tient. Si on ne l'a pas réalisé
quand on est jeune, on peut grandir, les années passent, on devient grand petit à petit, quelquefois on devient grand à 30 ans, quelquefois on attend 70 ans, mais ça finit par venir. Alors, moi, je vais quand même lire, pour vous donner aussi envie vraiment de lire le livre, et vous dites, disons clairement les choses. Alors, les nègres présents à Bordeaux de 1730 à la fin du siècle sont sans exception de la première génération de déportés d'Afrique ou leurs enfants. Et quand ceux-ci sont métis, issus du libertinage des maîtres, tous ont en mémoire, pour les avoir vécus ou entendus, le trauma de la capture, l'angoisse mortelle de la traversée dans les conditions sud-décrites, le marquage au fer rouge, la vente et la revente, l'arrachement aux mers, la dispersion des fratries, des compagnonnages du voyage sans retour, la négation de toute identité et l'imposition d'un nom qui n'est pas le leur. Tous ont connu à un moment ou à un autre la terreur de la plantation et l'implacable joug du tyran. Leur sociabilité apparente, leur docilité, leur empressement à se rendre discret, à servir et se dévouer et à parfaire leur formation en italique, résulte du domptage inhumain de la traite, surmonté par une phénoménale volonté de survie. C'est cette réalité abominable que travestit la rhétorique du cartel du musée d'Aquitaine en se félicitant de la bonne cohabitation de ces gens avec leurs oppresseurs. Et vous faites un travail d'historien, vous dites que vous n'êtes pas historien, mais vous faites un travail d'historien. Et moi, oui, un travail d'historien qui est basé sur des recherches, sur des archives, mais sur lesquelles on ne peut pas poser une contradiction. Vous faites un travail d'archives. Je ne suis pas historienne, mais n'importe lequel d'entre nous aujourd'hui a les moyens, on en parlait tout à l'heure, de se rendre, non pas spécialiste. Le spécialiste, même il faut s'en méfier, celui qui est le propriétaire de son domaine privé, souvent chasse gardée, à l'université et ailleurs, et celui qui se donne petit à petit, et quelquefois avec des bouts arrachés ici et là, mais qui va creuser. Et Dieu sait si avec Internet et pendant le confinement, c'était la ressource inouïe que nous avons aujourd'hui, de pouvoir accéder à volonté, sans se déplacer, à tous les fonds d'archives, aux musées, à tous les... Donc, si on veut, on peut. Et aujourd'hui, il y a une telle accumulation de documents, de recherches, de mise à jour et de jeunes aujourd'hui philosophes, anthropologues, ethnologues, historiens, et y compris en Afrique, qui s'est emparé de sa propre histoire, pour que nous ne puissions pas dire « Ah ben j'avais pas les moyens, je savais pas, on m'a pas dit, j'ai pas été informé, etc. » Alors l'école, elle a commencé à bouger un petit peu, il n'y a pas très longtemps, mais enfin tout individu, n'importe qui, s'il se met à chausser ses lunettes, comme je le dis, chaussons nos lunettes, nous avons assez de choses à notre disposition si nous le voulons. Alors pour le vouloir, il faut quand même qu'il y ait ce petit déclencheur à un moment donné. C'est pour ça que moi, parce que je l'ai été, je crois quand même à ce levier extraordinaire qu'est l'école, si elle s'en donne les moyens, de l'enseignant, de l'institut, du prof, enfin on dit plus institut aujourd'hui, professeur des écoles, etc., n'est-ce pas, qui a les moyens en face de la jeunesse, qui est disponible, non seulement disponible, mais qui a envie de savoir. C'est incroyable l'appétit de la jeunesse, de comprendre, de s'exercer à travers l'art, à travers la culture, de s'épanouir, de s'ouvrir au monde. Et finalement, quand on puise là-dedans, les horreurs dans lesquelles on va entrer, elles ne sont pas limitées à celles de la traite négrière. Mais c'est aussi quelque chose de fabuleux, de prodigieux, de constater combien à travers l'histoire de l'humanité, ces rencontres entre les peuples a produit dans la mixité, parce qu'ils appelaient ça, j'emprunte au code noir, le libertinage des Blancs. C'est ce que Colbert écrit pour tolérer qu'il y ait des enfants métis. C'est-à-dire que les maîtres noirs abusent des femmes noires, n'importe lesquelles, toutes jeunes et quelquefois enfants, c'est de la viande à sexe pour les négriers. D'où viendrait sinon le métissage? En même temps, honni, mépriser cet enfant de couleurs mélangées, n'est-ce pas? Alors que la chance de l'humanité, et les anthropologues nous l'apprennent, depuis l'histoire, depuis Sapiens, c'est même de sa rencontre avec Néandertal, qu'il a forcément fréquenté, n'est-ce pas? Et a donné ce que nous sommes aujourd'hui, que nous sommes les enfants, on est loin de notre histoire d'humain, que cette histoire du métissage, et qui est aujourd'hui encore dans les têtes à cause du racisme,
de ce que le racisme, en tant que théorie, en tant qu'idéologie, est construite sur de la théorie scientifique, des médecins, des néphrologues, des crânologues et tout le reste autour de Broca, en France et ailleurs dans toute l'Europe, n'est-ce pas, qui voulait établir en science, en termes scientifiques, la hiérarchie des races. Donc c'est à contre-courant de l'histoire humaine. Il n'y a d'issue pour nous, et c'est tellement joyeux et tellement prodigieux que nous soyons, et les uns et les autres, on se racontait un peu nos histoires, voilà comment elles circulent, et à la fois des familles et à la fois des groupes, de voir ce que nous sommes aujourd'hui, l'humanité, résultant de quoi. Donc c'est plutôt ça qui m'inspire, si vous voulez. Je ne suis pas dans une humeur méchante, je suis au contraire dans une humeur bonne. Et en plus, quand on revient sur Bordeaux encore, vous faites un parallèle entre l'histoire de l'esclavage et l'histoire de l'occupation, la question juive, la collaboration, comme s'il y a en fait des invariants dans l'attitude de cette ville. Alors moi je ne dirais pas amnésique, parce qu'amnésie c'est un peu maladif, c'est inconscient. Là vraiment c'est pas vraiment de l'amnésie, c'est la personne qui est amnésique, elle n'en est pas nécessairement consciente. Et donc là il y a un déni conscient qui est entretenu, et vous faites un parallèle entre les deux. Mais bien sûr, je pense que les historiens me l'ont enseigné aussi, de voir comment, d'abord, est-ce vraiment un accident que Bordeaux soit à la fois un port négrier, comme Nantes, et Liverpool, et Amsterdam, etc., tous les grands ports atlantiques, mais aussi une des villes françaises les plus collaborationnistes, avec le préfet Sabatier, Papon, etc. Donc heureusement, le procès s'est tenu ici à Bordeaux, qui a froissé quand même la mémoire locale. Bon, qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est pas un raccourci. J'entends que ce qui s'est passé avec la Shoah, pour dire vite, le raccourci quand même je le fais, l'extermination de masse, on se réveille en 39-45, une invention du diable, certes, mais comme ça, il nous tombe sur la tête. Mais pas du tout. Quand on remonte l'histoire, 19e siècle, des exterminations de masse par les Allemands, par les Italiens, les Français, dans toute l'Afrique noire, en Namibie, et jusque c'est pas la Nouvelle-Zélande, c'est en Tanzanie. Éradication en moins de 20 ans des ethnies, des héros déportés en chemin de fer, dans des wagons à bestiaux, dans des camps de la mort, morts au travail, par 100 000, 80 000 chassés dans le désert, morts de faim et de soif. Systématiquement, les textes que je cite des militaires allemands, qui se trouvent être le père de Göring, le professeur de génétique de Mengele, du docteur Mengele, c'est-à-dire les mêmes dignitaires nazis qui sont les conseillers des Turcs dans le génocide arménien. C'est-à-dire que cette histoire, cette autorité a exterminé, elle a une longue histoire aussi. C'est-à-dire que l'extermination des Juifs, qui a été vécue comme une sorte d'invention instantanée au milieu du XXe siècle, elle prend sa racine dans les exterminations coloniales du XIXe siècle, et elle se justifie, elle se légitime de la traite, c'est-à-dire de la manière dont une partie de l'humanité a été dégradée en sous-homme. Donc c'est une longue histoire aussi que celle de l'antisémitisme, et il a une plus longue histoire encore, qui remonte à les trois religions monothéistes, etc., etc. Mais dans la pratique, l'extermination de masse, elle ne commence pas avec les camps de concentration. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas rupture de continuité entre les deux? Si vous voulez, on sait déjà faire, on s'est fait la main, on sait déjà faire, et c'est inscrit dans les mentalités pour que les nazis, aussitôt, les camps de concentration dès 1933, la concentration dans les réserves, dans toute l'Amérique du Nord pour les Amérindiens, en Afrique également, en Nouvelle-Calédonie pour les Kanaks, la réserve en tant que telle, concentrée dans un lieu et interdit de sortie ou de rentrer, etc., ça existe déjà. Donc c'est pour ça que je le pose, mais je ne l'ai pas inventé. Bien des historiens ont fait ce lien entre les deux. Et d'ailleurs, si on poursuit dans ce sens-là, on sait très bien que Mémoire et Partage, comme d'autres associations, travaille à la fois sur une mémoire apaisée, une mémoire partagée, mais en même temps la question de la lutte contre le racisme. Et on sait très bien que apprendre l'histoire telle qu'elle se passait aussi permet de prévenir ces réactions. Et si on regarde Bordeaux,
au-delà de la colonisation, dans son histoire au-delà de l'esclavage, dans son histoire avec la colonisation, on a la société de géographie, on parle de la fac d'anthropologie, on a santé navale, et il y a presque une exigence, une nécessité de revisiter ces pans de cette histoire-là aujourd'hui. Mais mémoire et partage dit bien la chose. La mémoire, c'est une construction. C'est-à-dire, c'est une manière de raconter l'histoire. Et les historiens nous apprennent, et encore aujourd'hui, de plus en plus, on affine cette question de comment on raconte le fameux roman national qui est dans l'institution scolaire, muséale, et partout, etc. Mais quelle est-elle? Qui l'a construit? Comment est-ce qu'elle se bâtit? Et peut-on pas raconter Et l'histoire, il faut l'accepter. Elle se réécrit. C'est-à-dire que c'est une lecture par le présent du passé. Et le présent, dit Patrick Boucheron, c'est l'actualité du passé. Et surtout du passé qu'on n'a pas assimilé et qui ressurgit comme le refoulement freudien, n'est-ce pas? Qui à un moment ou à un autre, si on l'a repoussé, il va ressortir par ailleurs. Donc, mémoire, oui, et pas au nom d'une repentance, de se battre la coupe et de se victimiser, etc. Et encore que dire qu'il n'y a pas de victime, qu'il n'y a que des postures victimaires. S'il n'y a pas de victime, ça veut dire qu'il n'y a pas de bourreau. Merci, cool, très bien, bravo, on est tranquille comme ça. Si, il y a eu des victimes, si, il y en a encore aujourd'hui. Mais une fois posé ça, la victime, elle n'a pas à pleurer, elle n'a pas à mendier la reconnaissance qu'elle est. Il y a une nécessité de construire ensemble cette mémoire de telle sorte que, partagée, elle se construise vraiment comme une histoire au présent. Et qu'elle nous mette, comme vous le disiez, devant les réalités du monde d'aujourd'hui, de comprendre à quel point elles sont héritées de tout ce passé-là qui a été oublié, refoulé, dénié, etc. Et comment nous en payons le prix aujourd'hui. Les convulsions du Moyen-Orient, le désastre en Syrie, partout au Liban, en Afrique aujourd'hui, l'héritage post-colonial, et y compris nos relations avec le Vietnam, tous les empires. Et tenez, la célébration en ce moment de Napoléon. Il ne s'agit pas de mettre ça par terre, mais en fait, il est l'héritier de la traite, de la colonisation pour des raisons économiques, et son empire, ce qu'il appelle justement son empire, et ce qu'il a pratiqué aussi bien quand il restaure l'esclavage pour des raisons économiques et pour des raisons politiques, parce qu'il ne faut pas froisser les nobles et les propriétaires les anciens propriétaires des îles. Et deuxièmement, coloniser toute l'Europe pour en faire, comme fera Hitler, des territoires pour aller étendre l'espace vital. C'est une formule qui revient. L'espace vital. C'est la notion même d'empire. Et Napoléon donne l'impulsion à la deuxième période de l'empire colonial du XIXe siècle, avec l'invention géniale de l'indigénat, qui fait plus des esclaves, mais c'est autre chose. Il a la nationalité, mais il n'a pas la citoyenneté. Liberté, égalité, fraternité. Il y a des peuples partout dans le monde qui ont bien des raisons de ne pas vouloir fêter Schulcher à la Guadeloupe ou ailleurs, parce que c'est beau la lettre, mais dans la traversée des océans, elle a perdu son esprit. L'esprit s'en est perdu. Et donc, ils se sont arrachés les droits à la citoyenneté avec les guerres coloniales, avec les libérations des peuples ici et là et ailleurs, et à travers des guerres sanglantes au Mozambique, partout avec le Portugal. On la connaît, l'histoire du XXe siècle, de la décolonisation, comment elle s'est faite dans le sang. Et donc cette histoire d'empire, d'avoir un empire sur le monde, un pied dans le monde et une prédation du monde, c'est quand même aujourd'hui encore au travail. Ça n'est pas disparu, ça. Et on a, pour nos enfants et nos petits-enfants, à prendre conscience de tout ça. C'est quand même lié, je finis là-dessus, c'est quand même lié à l'état du monde actuel. C'est-à-dire la crise du climat. C'est quoi? C'est l'exploitation forcenée au nom du profit de toutes les ressources. Comme si la Terre était un coffre-fort inépuisable, et des hommes, des ressources humaines, comme on dit dans l'entreprise, la formule extraordinaire de ressources humaines. Eh bien, la ressource humaine dans la plantation
pour les Ouïghours aujourd'hui, ou dans les ateliers en Inde, du textile, etc., et l'exploitation des ressources naturelles, c'est la même chose. Et donc les jeunes aujourd'hui, je crois, sont peut-être plus rapides que nous de comprendre ce qui se joue là. Qu'est-ce qui est en train de se... À quoi nous habite, à quoi ce monde-là, depuis 4 siècles, des empires coloniaux de l'Occident, disons la Renaissance, qu'on a tant appris à l'école comme étant une période formidable, elle l'est. Des grandes découvertes, des voyages, des Léonard de Vinci, l'anatomie, l'architecture, etc. C'est aussi l'invention impériale. Ça, c'est de l'histoire, et les profs d'histoire au lycée, au collège, et les parents, et les journalistes, et les intellectuels, et les éducateurs, et les moniteurs de... Partout où on est, les journalistes et tout le reste ont en charge de former, me trouver optimiste. Ah ouais, on partage le même optimisme. et moi, je suis avec un ami, Jean-Michel Lucas, un fervent défenseur des droits culturels qui sont vraiment dans les droits humains. Et les droits culturels viennent renforcer ces droits humains et dont les balises sont à la fois la dignité, la liberté d'expression, mais en même temps c'est ce projet de faire humanité ensemble. Et quand vous écrivez ce travail-là, j'entends vraiment quelque chose qui résonne bien en moi. À ce qu'on nous oppose souvent, l'argument de mémoire contradictoire, de concurrence mémorielle, de compétition mémorielle, vous rentrez sur l'idée qu'il faut articuler nos histoires, nos petites histoires, nos grandes histoires, parce que nous sommes dans la même humanité et c'est en explorant, avec objectivité et subjectivité bien sûr, cette histoire-là, qu'on peut construire pour nos enfants un projet de vivre en commun. Pas de la concurrence mémorielle, telle qu'on ne le veut. Il faut donner à chaque personne sa dignité, la possibilité de dire son histoire et qu'on ne la dise pas à sa place, sauf si on peut y participer pour l'éclairer. Mais vous voyez bien comment ça vient d'en bas. Comment, par exemple, ce qui a résisté dans l'esclavage, c'est la culture et c'est l'art. C'est-à-dire les langues, la résistance des langues, des pratiques, des cultes, des fabrications, des savoir-faire, des objets, de la matérialité, des danses, des croyances, etc., qui se sont maintenus dans l'oralité. Qu'aujourd'hui encore, ce qu'on voit, c'est comment le métissage des cultures, de tous les arts, des arts qu'on met toujours à l'école, hélas, comme une sorte de discipline secondaire qui compte pour, en dernier lieu, quand on a le temps, de manière récréative, qui est en fait au centre de l'existence. Et c'est d'en bas que ça s'ouvre, c'est d'en bas que ça vient la culture populaire, ce qu'on appelle les cultures populaires, avec beaucoup de mépris dans le mot populaire, parce que d'où nous vient l'histoire officielle? Elle nous vient toujours d'en haut. Bon, c'est pas moi non plus qui l'ai dit ça. C'est toujours le vainqueur ou le dominant qui a la parole, qui a la puissance de l'écrit, de l'imprimé, de l'autorité, etc., qui imprime sa version. Et l'autre version inaudible, bien souvent, ou qui ne s'entend que dans l'insurrection, au dernier moment de la convulsion des colères et des révoltes. Mais en dehors de ça, y compris les cultures paysannes, ici ou là, et partout dans le monde, qu'elles soient les cultures paysannes du Frioul ou du Médoc, ou qu'elles soient du Sénégal, ce que vous me racontiez, et comment les langues elles-mêmes, les gens d'en bas, les gens du peuple, les sans-dents, ils échangent leur langue, ils communiquent entre eux. Je veux dire, je ne sais pas une vision idyllique de l'humanité, ils ont toujours le moyen, ils ont toujours trouvé le moyen d'articuler, de résister dans leurs pratiques, dans leurs croyants, dans leur culture. On dit obscurantiste, etc. Mais qui dit obscurantiste? Ceux d'en haut qui jugent qu'ils sont nos lumières, c'est-à-dire les puissants, les dominants, que ce soit, y compris le siècle des Lumières, des grands philosophes, etc. Ils le sont, ils l'ont été des Lumières pour renouveler la vision du monde. Mais en même temps, ces Lumières-là, elles ont voulu s'imposer comme un modèle idéal, mais unique à des classes sociales d'abord en France, mais dans le reste du monde. Et elles peinent à se réaliser d'une manière, parce qu'elles ne sont pas à l'écoute des opprimés, les classes, les sexes et les races
opprimés, qui n'ont pas. Et l'oralité, je pense, est une grande circulation humaine depuis le fin fond de notre histoire, n'est-ce pas, qui a été toujours considérée comme une sorte de faiblesse et qui en réalité s'avère au contraire une très grande résistance. Ce qui se passe dans les mots, dans la langue, dans les voix et dans la et les chants et toutes les formes que ça prend, l'oralité, encore aujourd'hui, elle a cette puissance de transmission. Alors, on parle donc d'une écrivaine impliquée et j'ai pensé à votre hashtag balance votre négrier. Et vous écrivez ça. Mais qu'est-ce qui te prend là? Es-tu descendante d'esclaves, natifs d'Afrique, d'Haïti, d'Antilles ou de Guyane pour t'embarquer dans cette croisade? Pas davantage amérindienne du Chili, aborigène d'Australie, Zigane, Gwich'in, ni Tuchon de Yukon et d'Alaska génocidés par le Canada, juive non plus, Ashkénaze, ni séfarade, victime de personne, sujet d'aucun peuple persécuté, réclamant des comptes à un titre ou un autre. Juste une petite Française de souche, à peine matinée de gènes valescents. Ça, c'est ma grand-mère. Ce qui m'interdirait non seulement de penser quoi que ce soit hors de mon périmètre, mais de faire entrer aucun personnage imaginaire de cette sorte dans mon roman. Pas touche. La licence littéraire de la peinture ou du cinéma, celle de l'art en général, se verrait donc prescrire ces bornes. Et vous? Voilà. Mais c'est ça aujourd'hui qu'on entend avec la cancel culture, n'est-ce pas? Qu'on ne peut plus. D'où tu parles? Tu n'es pas amérindienne, donc ferme-la, tu n'as rien à dire sur. Et tu n'as même pas à jouer un rôle, ou etc. Tu n'es pas noir ou tu n'es pas de couleur, quel que soit le degré de. Qui le sait d'ailleurs? Et qu'est-ce que c'est que là, ma blancheur? Blanche, je ne me suis jamais inventée blanche. Qui c'est qui nous dit que je suis blanche? Sinon le négrier qui a décrété qu'il l'était, ça n'existe pas avant lui, cette distinction-là, qui négrifie son esclave, qui le traite donc de nègre, négro, noir, pour mieux se définir comme blanc. Mais blanc, qu'est-ce que c'est? Où on a vu les blancs? Entre les Finlandais, les Siciliens et les Berbères, qui appartiennent à peu près à la même groupe de culture, de civilisation occidentale. Qu'est-ce que c'est blanc? Après tout, il y a des Chinois, et il y a même, parmi les peuples appelés noirs, la multitude de la pigmentation de la peau, n'est-ce pas? Elle est tellement variable, et des rouges aussi, les peaux rouges, n'est-ce pas? Ce qu'on appelait les peaux rouges, qui n'étaient pas plus rouges que etc. Et blanc, qu'il est blanc. Sinon, celui qui se désigne comme tel, comme perfection de référence. Et donc cette question-là, je crois aussi, je ne sais plus d'où je suis partie, mais moi je ne suis pas blanche, pas plus blanche que l'autre n'est nègre au sens où nous avons des pigmentations de peau en effet, mais là n'est pas le problème, là n'est pas la distinction, sinon que je me soumets en les acceptant au diktat né à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, où il fallait créer une sous-race. Et on en est encore là. Et donc cette blanchitude, si vous voulez, qui est transportée encore et qui est dans les fondements du racisme, il est là. Les fondements les plus triviaux, les plus élémentaires du racisme, ils sont là. À première vue, le visage de l'autre, l'altérité, si vous voulez. L'altérité, elle prend tellement de formes, tellement variées, multiples, extrêmes, extraordinaires. Il y a sans doute plus de proximité entre notre grand-père de paysan du Médoc et le paysan qui a sa petite terre à cultiver et qui rame pour s'en sortir au Sénégal ou au Bénin, et puis que entre lui et le banquier ou l'armateur ou l'homme politique, je ne sais, qui gouverne sa vie. C'est-à-dire qu'on oublie à cause de ça, de cette définition-là, de la différence entre les êtres humains, encore une fois, celles des classes sociales et des oppressions sont bien plus importantes que l'autre qui est dérisoire. Mais même les généticiens aujourd'hui, etc., ont beau établir que notre ADN, que ci, que là. Non, c'est mesurer à quel point le racisme, dans son irrationalité, dans cette fiction folle, ce délire, c'est une construction de délirant, le racisme, et qui est quand même tenace depuis. Fait que contre
les acquis, contre les connaissances que nous avons aujourd'hui, qui ne peuvent plus nous mettre dans cette position-là, quand même encore aujourd'hui, le racisme, il est partout, hein, nous le voyons, la ségrégation, les apartheids, les manières on en est encore là aujourd'hui. Mais comment, voyons, mais j'arrive pas à penser que je suis quoi? Qu'est-ce que tu es toi pour te lancer dans une telle croisade? Mais tout le monde qui est un petit peu sensé, un petit peu de bonne volonté raisonnable, ne peut qu'éprouver, que s'embarquer dans cette croisade à son échelle individuelle, associative, collective, politique, etc. et tout ce qu'on peut en plus large. Black Lives Matter a été de ce point de vue-là quelque chose, un détonateur, la mort, parce qu'elle a été, et c'était lié à Internet et puis au téléphone portable maintenant, qui filme tout de par le monde, et c'est aussi viral, ça, que le virus, n'est-ce pas? Que cette image-là nous est tout revenu en boomerang à la figure, parce qu'il y en a eu des nègres lynchés, flingués comme des lapins, assassinés, etc. Il y en a eu dans la longue histoire avant George Floyd. Non, il a fallu ces 8 minutes en direct de l'assassinat de George Floyd pour que Black Lives Matter, qui existait déjà, fasse tache d'huile, et que partout dans le monde, moi je dis c'était fabuleux de voir, étonnant. Ces jeunes entre nous avaient dit, ils sont incultes politiquement, individualistes, tout le temps le nez fourré dans leur téléphone, etc. Ils se foutent des réalités du monde aujourd'hui, etc. Comment ils étaient dans la rue à ce moment-là? Et ça, pour moi, ça me rend quand même un peu... Alors, autant vous faites une humeur bonne, autant aussi dans votre livre, je sens une nostalgie bonne au vu de votre mouvement d'éducation populaire, les ciné-clubs, les mouvements laïques d'éducation populaire. Et je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un enjeu, au-delà même de l'école, pour ces mouvements d'éducation populaire, de s'approprier tout cela, parce que c'est eux aussi qui rencontrent les jeunes au-delà de l'école, dans les quartiers populaires, qui les font se rencontrer dans des espaces de mixité. Est-ce qu'il n'y a pas là, quand vous en parlez vous, je me dis, est-ce que quelque part vous n'êtes pas en train de rêver ou d'espérer que ces associations d'éducation populaire se réapproprient? Ben oui. Ouais. Mais ça aussi, j'en ai bénéficié, ma génération d'après-guerre a bénéficié du mouvement associatif de l'éducation populaire, la Ligue de l'enseignement, la Fédération des œuvres laïques, la FOL, etc., pour le cinéma, pour le théâtre, pour le sport. C'était le Parti communiste aussi avait un rôle à ce moment-là de formation, dont on pouvait dire, bon, il était d'embrigadement, mais en même temps, il a formé des générations d'ouvriers au syndicalisme, à la connaissance des lois et tout le reste. Ça, c'est populaire, et une fois de plus, ça part d'en bas. C'est héritier du Front populaire, de Léon Blum, de Jean Zay, d'avant la guerre, mais héritier de toute l'histoire ouvrière au XIXe siècle, les rêveurs, les Saint-Simoniens, qui rêvaient de ces communautés utopiques, bien sûr, idéalisées, etc., dans lesquelles le peuple, la masse des gens, les gens ordinaires, les pauvres surtout, s'organiseraient pour s'éduquer les uns les autres. Je pense qu'il y a là aussi, la prise de conscience sans doute est-elle révolutionnaire, qu'on peut s'éduquer soi-même de manière populaire, faire circuler une transmission et je ne sais pas qui échappe, mais qui complète ou qui soit à côté des formations institutionnelles de tel ou tel régime. Les républiques du XIXe siècle, l'Empire, etc. Et puis les restaurations et tout le reste. À travers ça, Victor Hugo, comme le phare du XIXe siècle, qui vient dire des choses mais fondamentales qui aujourd'hui n'ont pas pris une ride dans Les Misérables ou ailleurs, que quand vous ouvrez une école, vous fermez une prison, ça a l'air d'être un petit slogan à la con, mais en réalité, quand on regarde ce que c'est, si un être humain est formé à une prise de conscience de lui-même en tant que sujet, s'il s'approprie sa propre histoire, celle de ses pères et grands-pères et les ancêtres et les morts, les âmes mortes qui sont au cimetière de leur histoire, mais s'il s'approprie aussi de l'histoire collective dans sa complexité, sa mixité et ses remuements, etc., ce sujet-là, il s'approprie de sa propre histoire. Il est un sujet, il est un citoyen, il est un jeu, il n'est pas joué, agi par des forces qu'il ne domine pas et qu'il ne comprend pas. Et donc l'éducation populaire, les réseaux associatifs, qui sont un formidable élan au XXe siècle, mais qui ont encore une fois leurs racines loin dans l'histoire, sont aujourd'hui laminés.
en danger, ont été, bon, après cet élan après la guerre, 39-45, il y a eu les ciné-clubs et tout le reste. Aujourd'hui, vous ne l'avez plus. Bon, le cinéma, c'est autre chose. On va plus au cinéma, on regarde le cinéma sur son portable, je ne sais pas quoi, quand on le regarde. Le théâtre, pareil. Est-ce que ne pas éduquer les enfants au théâtre, au cinéma, à la danse, à la musique, au chant, à tous les arts, c'est les priver de cet outil inouï, qui est quand même la marque de notre humanité, de la marque de l'humanité, la première trace quand même de la caverne, c'est la peinture pariétale, là où l'homme se représente lui-même, non pas de manière réaliste, mais représente ses rêves, sa symbolique, ses attentes, ses espoirs. C'est par là, par le langage de l'art, et c'est pour ça qu'en tant que vieille prof que j'ai été, c'est une militance de toute mon existence de prof, de lettres, mais aussi de cinéma, d'art, et au théâtre et tout le reste. Bon, de penser qu'il y a là, que c'est le centre, le noyau même de la dignité humaine et de la construction de soi. Et donc l'éducation populaire, eh ben, aujourd'hui, elle est en effet un peu éteinte. Et ça a des conséquences assez graves. Surtout qu'il est important de pouvoir justement aménager des espaces pour que les personnes puissent aussi exprimer leur culture, leur dignité et l'échanger avec d'autres. Et ça montre bien quand même que c'est pas facile de déconstruire. Vous dites, de partout m'environnent les images et les signes épars du grand livre chamarré de mon enfance bordelaise, estampilles, timbres, vignettes et cubes, albums de coloriage. Mon premier jeu de cartes des 7 familles, famille Bamboula, famille Nanamite, Nanouk et Peau-Rouge, les aventures de Tintin au Congo, au royaume de Babaroun, comme les pastels roses, orange et vert des cartes de Vidal de la Blache, colorisant nos Afriques et nos Outre-mer, ma tonkiki, ma tonkinoise, grésille sur les ondes de notre poste radiola, les chansons tordantes de Fernandel. Au fait, on entend la fille du Bédouin et sa caravane. Trabaja, Bonola, Mouké, trempé, Tunkoul dans la soupière, et l'usable à la... Eh ben, on baigne tous on est né, je suis né là-dedans, je dis, les étiquettes de Marie Brizard et du rhum Negrita, le nom Negrita, il est dans, on dit Negrita, mais d'où ça vient ce nom? Le vinaigre, comment il s'appelle? Tête noire, pareil, d'où ça vient ça? Et les sucres, les histoires du sucre, de Banania, qui ont été, et manger des têtes de nègres en réglisse, qu'on achetait à la sortie de l'école, etc. J'étais environné de tous ces signaux qui clignotaient, mais avant de faire le lien, le rapport, ça a pris du temps, ça a pris des années de me dire, mais j'étais dedans. On nous amenait à la Bourse du Travail de Bordeaux, fêter la fête de l'école à la fin de l'année, faire nos danses de fête de l'école. On était au milieu des fresques 1936. En pleine, à la gloire de Bordeaux, au milieu de ces femmes plantureuses là, et les bateaux, et puis les négresses, et puis les négrillons qui étaient au premier plan en train de ramasser les bananes, tout ça, on était là-dedans, dans cette imagerie. Elle était celle de gens d'une génération avant, juste, mais qui l'avaient comme, comment dire, spontanément au bout du pinceau. On ne va pas leur faire le procès anachronique maintenant d'avoir peint ces fresques, mais n'empêche que ces fresques, elles transmettent à des yeux qui commencent à s'ouvrir, à s'écarquiller. Mais qu'est-ce que c'est que cette représentation de ma ville, hein, avec, n'oublions pas, les deux colonnes rostrales au bout de la place des Quinconces, c'est majuscule, commerce et navigation, qui sont les deux mamelles du colonialisme et de la prédation des territoires, et de commerce et navigation. Les deux statues qui sont en haut des colonnes rostrales, ce sont elles qui veillent sur le fleuve, sur l'estuaire et sur les océans. C'est écrit, une ville est une archive à ciel ouvert. Si on ouvre les yeux, évidemment, si on nous aide, on peut avoir des éducateurs, des parents, des passeurs qui nous aident, et c'est bien que Mémoire et Partage œuvre pour le nom des rues, le nom de la statuaire, etc. De comprendre ce que c'est qu'une ville, comment elle s'est construite dans le temps long, après avec des générations, comment les monuments se sont construits, comment les quartiers ont évolué, comment certains, Mériadec, ont été effacés, comment, etc. Bon, de comprendre ça. La ville, rien que la ville est un livre d'histoire. Mais encore faut-il
être armé pour commencer à le lire, se dire mais tiens, qu'est-ce que c'est ce nom? Conrad Hausen, c'était une rue à côté de chez moi. Mais je ne me suis jamais demandé qui était Conrad Hausen. Les enfants ne se demandent pas qui c'est le monsieur de la rue Paul Bert. Où on a fait la seule barricade en 68, la seule barricade de Bordeaux, rue Paul Bert. J'ai appris si tard que Paul Bert avait été un administrateur des colonies en Cochinchine et qu'il était ministre de l'instruction publique pendant la Troisième République avec Jules Ferry, qu'il est l'auteur de manuels racistes qui ont été utilisés de 1880 à 1930. 50 ans, les enfants des écoles ont appris l'histoire à travers le récit de Paul Bert, quand vous tombez dedans, bon, aujourd'hui, c'est anachronique, avec nos yeux d'aujourd'hui, on regarde, qu'est-ce qu'il dit Paul Bert? Mais les peuples inférieurs doivent être assimilés ou disparaître. Vous entendez? Vous entendez ce qui est dit là? Ce qu'ils font en Namibie, les Allemands, disparaître, allez hop, on les assimile pas, on les éradique. C'est écrit noir sur blanc, et les enfants français, à l'école, ont lu des manuels de Paul Bert de 1880 à 1900, jusqu'en 1939. Les manuels scolaires d'histoire et de français avaient pour auteur Paul Bert. Rue Paul Bert, qui donne sur la place Péberlan, là-bas, à côté de la mairie, et c'est là qu'a été construite la barricade de 68. J'en savais rien en 68, mais non, j'étais pas sur la barricade, j'étais sur le campus, occupé le campus de Pessac là-bas, où on nous avait exilé les étudiants, parce qu'avant on était à la fac en plein Bordeaux, Chaban-Delmas, ils nous avaient envoyés en banlieue. Bon, très bien, il y a un campus universitaire en banlieue, très bien, etc. Mais on occupait la fac là-bas. Mais la seule barricade bordelaise, elle a eu lieu en bas de la rue Paul Bert. C'est pas génial ça? Et on va peut-être aller vers la fin. Oui, il faut... Et là vous dites, comme Aimé Césaire le proclame, et à sa suite Frantz Fanon, il n'existe pas plus d'hommes noirs que de blancs. Il n'existe que l'homme en son universalité et sa diversité. C'est vous qui parlez toujours. Cette parole si difficile à faire entendre s'énonce au nom, et vous citez Césaire, de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. Il n'existe pas plus d'hommes noirs que de blancs, il n'existe que l'homme en son universalité et sa diversité. Mais on peut conclure là-dessus, mais c'est Césaire. Ouais. On peut conclure avec Césaire et Frantz Fanon. Hein? Ouais. D'accord. Vous nous dites le mot. Mais merci beaucoup Anne-Marie. Vraiment, c'est une belle rencontre. Je remercie Patrick et Carfa de nous avoir mis en contact. Oui. C'était vraiment, je suis très honoré d'avoir partagé ce bon moment de dialogue. Donc pour ceux qui nous regardent, on vous remercie beaucoup à travers le monde, et puis vous public qui êtes là. Et puis ce sera rediffusé normalement sur le site de Mémoire et Partage. Nous sommes toujours donc le 10 mai, journée de commémoration des abolitions de l'esclavage et des résistances. Et nous avions l'honneur d'accueillir Anne-Marie Gara, qui a donc publié ce livre écrit en confinement. Donc le livre est déconfiné. Donc ça s'appelle Humeur Noire. Vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies. Et vraiment, vous en apprendrez beaucoup sur Bordeaux, mais pas que sur Bordeaux. Sur sa vie aussi très très riche, je dirais, de femmes engagées, impliquées. Que dire de plus? On se disait juste Adichat. À la prochaine fois, Adichat. Merci beaucoup. Merci. Merci.